Bon, mes chers amis, je vous remercie beaucoup d'être venus. Alors, je vois que vous êtes prêts à prendre des notes, si vous voulez. Mais moi, quand je donne des conférences, j'ai commencé à donner des conférences. Mesdames, vous étiez pas nés, vous étiez très jeunes, en 79. Vous n'étiez pas nés, bon, d'accord. Donc, ça fait vraiment très longtemps. Et la conférence que je vais vous avoir le plaisir d'animer ce soir, je les ai comptées. Vous êtes assis, ne bougez pas, j'en suis à la 127e. Oui, 127e, je vous le jure. Donc, ça fait des années, bien sûr, que je tourne pour vous présenter l'histoire du royaume de Majorque. Alors, je vois que vous prenez des notes, si vous voulez, mais moi, je vous conseille de ne pas les prendre, parce qu'à la fin de la conférence, je vous donnerai mon adresse email. Vous me répondrez et je vous enverrai le résumé avec des cartes et des photos avec 5 ou 6 pages. Donc, comme ça, vous aurez tout. Parce que si vous prenez des notes, vous ne me regardez pas. Et je me sens un peu... Donc, mes chers amis, allons-y. Donc, on va parler du royaume de Majorque. Il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup, c'est que le royaume de Majorque, c'était il y a 700 ans. Vous dites il y a 700 ans, ça va intéresser qui ? 700 ans. Et pourtant, ça intéresse à beaucoup de monde. C'est vrai, quand on se promène dans Perpignan, on voit le palais du roi de Majorque, on en parle beaucoup, les rois de Majorque partout, et ça fait 700 ans. Comment se fait-il qu'encore on soit intéressé ? Et comment se fait-il qu'on ne connaisse pas bien cette histoire ? Moi, je fais l'apôtre, je vais de village en village, je vous l'ai dit, il y a des villages où je suis allé 2 ou 3 fois. Donc, je suis là pour ça, pour que nous partagions l'histoire du pays catalan et du royaume de Majorque. Avant de commencer le royaume de Majorque, on va faire quand même un petit historique, expliquer pourquoi nous, les Catalans, on a vu un pays, alors qu'en fait, les Auvergnats n'ont pas eu de pays, par exemple, alors qu'on les connaît, les Auvergnats. Donc, on saute, pour ceux qui étaient à la conférence, l'autre jour, dans l'autobus, j'ai commencé l'histoire du pays catalan avec Adam et Ève. Donc on va sauter de l'espace. Et nous voilà en l'an 800. En l'an 800, tout le monde a entendu parler de Charlemagne. Charlemagne, donc, c'est l'empereur du monde chrétien. Il est là et il observe, il n'a pas de carte, mais il le sait. Il sait qu'il y a 3 ennemis principaux. D'abord, les Vikings. Les Vikings, vous le savez, c'était des gens c'était des pilleurs, qui faisaient pillage. Donc ils avaient 2 types de bateaux. Les bateaux à fond plat pour remonter les fleuves. Ils pillaient tout, ils mettaient tout sur le petit bateau. Puis quand ils allaient à la mer, ils avaient des bateaux de transport, des gros bateaux ventrus, puis ils vendaient tout. Et donc cette technique de bateau, l'Europe entière s'en a accaparé. Donc on peut dire qu'à ce point de vue-là, du point de vue de la navigation, les Vikings ont beaucoup apporté. Maintenant, eux, ils ne voulaient pas s'installer dans un pays, faire un pays. Eux, ils voulaient simplement faire du pillage. Vous avez un autre monde également, le monde païen, c'est ce qu'on appelle on parle de l'Ukraine, ça vous dit quelque chose? On en parle. L'Ukraine et la Russie. Donc c'était un monde païen. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de religion chrétienne. Ils se sont convertis en l'an 988, donc 2 siècles après pratiquement. Donc ils avaient hésité, dit est-ce que le tsar il avait dit est-ce que je choisis la religion musulmane? Il s'est renseigné, on ne pouvait pas boire d'alcool. Voilà, ça ne les intéressait pas. Ils sont allés voir les Juifs. Les Juifs, vous connaissez 10 commandements, mais en fait il y en a plus, il y en a 630 de où il y en a trop. Donc ils ont choisi la religion chrétienne. Donc voilà, ils sont convertis en 988, donc 2 siècles après. Et un danger évidemment beaucoup plus important pour Charlemagne, c'est l'islam. Vous savez, Mohamed, il est mort en 632. Et donc, vous savez qu'il y a eu des textes, donc c'est la religion musulmane, c'est à la fois une religion, de la société, de l'économie, une armée, c'est tout un ensemble. Mohamed est mort en 632 à la Mecque, et en 711, ils franchissent déjà les 3 Gibraltar. Il n'y avait pas que des Arabes, mais il y avait toutes sortes de... Mais bon, les idées ont parcouru presque 5000 km en 80 ans, c'est une vitesse folle. Donc ils s'installent dans la péninsule ibérique, là les Visigoths étaient un peu divisés, ils sont allés, vous savez, jusqu'à Poitiers, ou aux environs de Poitiers, en 732, donc ils sont allés très vite. Donc Charlemagne dit, les ennemis, c'est surtout l'islam, mais quand même les autres. Donc dans toutes les régions, tous les ports, tous les fleuves où l'ennemi pouvait passer, il dit, je m'avais installé une petite région militaire. On appelle ça la marche. Donc il a fait la marche du Danemark contre le Viking, il a fait la marche de la Tchécoslovaquie, la marche de la Bavière, etc. Et chez nous, bien sûr, il a fait la marche d'Espagne. L'Espagne doit être considérée comme une péninsule ibérique, non pas comme un pays. Vous me suivez, l'Espagne. Et donc, il crée donc, en l'an 800, la marche, cette marche. Toutes les marches, partout, étaient commandées par un marquis, ou des fois on le les compte, c'est pareil. Et donc, c'était un militaire. Et quand le marquis
dynastie où le comte était mort, Charlemagne ou ses successeurs nommaient notre comte. Ce n'était pas du tout héréditaire. Donc il crée chez nous la marche d'Espagne qui allait de Sals à Barcelone. Sals à Barcelone, en l'an 800. Donc encore aujourd'hui, la frontière du pays catalan, c'est Sals. Et merci Charlemagne. Je me souviens jouer avec ma grand-mère, parce qu'il y a des gens, des amis d'enfance, avec mon père et ma mère, et ma grand-mère, on est allé à Narbonne. Mon père à côté, costaud, ancien rugbyman, et ma grand-mère et ma mère derrière. Et on passe à Sals, ma grand-mère dit, mais on est à Sals, mais je n'ai pas fait mon testament. Authentique ça. Hein. Alors, donc, pour vous dire que, voilà. Et dans tous les documents officiels qu'on va avoir, on dira toujours la frontière du pays catalan, c'est Sals. Pas de problème. Pendant des siècles et des siècles, sur tous les documents, etc. Donc, vous voyez la marche d'Espagne. Alors, évidemment, il y avait plusieurs petits comtes. Mais peu à peu, donc, un comte, il y avait le comte Roussillon, le comte d'Emprouillas, etc. Mais peu à peu, le comte de Barcelone va prendre un peu l'ascendant sur les autres comtes. Ça comprend parce que Barcelone est une ville puissante, riche, on faisait du commerce, du trafic d'esclaves, avec toutes sortes de choses. Et il se trouve que ce comte de Barcelone qui a pris le pouvoir s'appelait Guifré. Le surnom, ce sera Guifré Olbolos. Et il était né à Ria, chez nous en Conflans. Alors moi, quand j'ai sorti mon livre en 1978, j'ai raconté tout ça. Les catalanistes de l'époque, ils disaient, mais on ne savait pas tout ça. Ils sont à l'Aria, ils ont mis un mât avec un drapeau catalan qui est encore le même. Quand vous passez à Aria, il y a un drapeau catalan. Et ils ont mis également une plaque en marbre gravée. Ici est né Guifré le Polos, etc. L'intérêt de Guifré le Polos, c'est que d'abord, il a été important, mais surtout que il a créé une dynastie héréditaire. Dont lui, il était comte de Barcelone, son fils aussi, son fils petit, jusqu'en 1410. Pendant 5 siècles, tous les comtes de Barcelone, roi d'Aragon, roi de Valence, etc., descendaient tous de Guifré le Polos. Et comme ses descendants se sont mariés avec la reine de Castille, reine de France, avec les Anglais, etc., si on faisait, c'est la mode aujourd'hui de faire l'ADN, on ferait l'ADN de Guifré le Polos, il paraît qu'il reste quelques ossements, et on ferait le tour, on trouverait du Guifré le Polos partout. Je vous fais remarquer encore une chose, parce qu'on dit, oui, les Catalans, c'est de l'autre côté. Non, Guifré le Polos, il était de chez nous, de rien. Donc, il est mort en 897, Fatems, et donc en 1982, on a inauguré son beau tombeau, enfin en grande pompe, si j'étais, donc il est enterré à Ripoll. Voilà, donc si un jour vous avez une promenade à faire, là au centre, vous allez au Ripoll, on fait l'aller-retour la journée, il y a le monastère, il y a un cloître, c'est magnifique. Et puis vous dites quand même, c'est cet homme qui a rassemblé les terres catalanes, Guifré le Polos. Voilà. Alors, maintenant, nous avançons. Nous allons voir dans le royaume de Majorque. Vous le voyez, il n'a duré que 68 ans. C'est fou ce truc, on en parle tellement. Ne prenez. Je vous l'enverrai tout ça. Oh, excès de zèle. Non, c'est comme vous voulez. Non, 68 ans. À un moment donné, je voulais raconter l'histoire d'une famille. Nous sommes, par exemple, au mois de juillet là, 1276. Et le père, il est là, Esdenefiac. Il est là, il dit à ses enfants, ce petit enfant qui a 8 ans, il dit, aujourd'hui, le premier roi de Majorque s'installe à Perpignan. Hein, voilà. Puis les années passent, et puis quand ce garçon grandit, 8 ans, il a 76 ans, il a 76 ans, 70 ans c'est possible, il est à la place de son papa, et il dit à ses enfants, il y a 68 ans, mon père était là, il expliquait que le royaume de Majorque venait de naître, et lui à 76 ans, il annonce que c'est la fin du royaume de Majorque. Dans ces cours, vous vous dites, mais comment on peut faire une conférence de 3h30, vous le savez, sur 68 ans? Eh bien vous allez voir qu'il s'en est passé beaucoup de choses. Alors donc maintenant nous descendons, et puis voilà, nous arrivons maintenant à un roi qui s'appelle Jacques Ier, et il avait 20 ans. Il était en 1208, là nous sommes en 1228, nous sommes à Tarragone. Il faut imaginer la péninsule ibérique à cette époque-là. La moitié de la péninsule ibérique au sud, en gros plus ou moins, était aux musulmans.
dont les îles Baléares, Valence, tout ça, une partie de la Castille, tout ça d'aujourd'hui, faisait partie du royaume musulman. Mais nous, on était un peuple de commerçants. Alors, le jeune roi, il est là, à droite, 20 ans, il est sous un dé. Les marchands, notamment, il y avait le seigneur du Roussillon, les marchands à Tarragone, hein, ils disent, quand nous passons avec nos bateaux près des îles Baléares, on nous attaque, ça ne va pas du tout, etc. Le roi, 20 ans, la vie est belle. Il dit, vous voulez, eh bien, je m'engage, l'année prochaine, on ira prendre des îles Baléares. Et alors, il raconte ça dans sa chronique, et il dit, et je prendrai le gouverneur musulman par la barbe. Ça finit comme ça, vrai, authentique. Et donc, voilà comment ça s'est passé, donc, la décision de prendre les îles Baléares. Ça, c'est la chronique que Jacques Ier a racontée, et vous le voyez, c'est écrit en catalan, je ne sais pas si vous le voyez, a passar mig any, nos fom a Tarragone, etc. C'était en novembre 1228, voilà. Et donc, on monte une grande armée, une grande flotte, et qui se réunit à Salau. Ils partent au mois de septembre, et donc ils vont attaquer les îles Baléares, prendre les îles Baléares. C'était compliqué, les musulmans les attendaient, évidemment. Donc, en définitive, la ville de Palma tombe le 31 décembre 1229, et on peut dire ils sont arrivés pour le réveillon, on dirait non, mais donc les îles Baléares deviennent donc catalanes et chrétiennes en 1229. Alors là, c'est très important parce qu'on parle toujours de l'Aragon, il n'y avait pas d'Aragonais. Il n'y a pas d'Aragonais. Hein. Et 10 ans plus tard, ce même roi fera la conquête de Valencia. Donc voilà pourquoi on l'appelait Jacques Ier le Conquérant, en catalan, Jaume I le Conquéridor. Donc je ne dis pas que c'est le roi préféré des Catalans, mais en fait c'est le roi préféré. Alors il y a une chose quand même, je n'ai pas oublié de vous le dire, mais il faut préciser, c'est que le comte de Barcelone, hein, qui s'appelait Raymond Béranger, le grand-père, il s'est marié avec l'héritière du royaume d'Aragon. Donc il était à la fois comte de Barcelone et roi d'Aragon. Et ça, quand on est français, on a du mal à le comprendre, parce que immédiatement, si un roi d'Aragon, le roi d'Aragon va dominer la Catalogne qui est petite, comme font les rois de France. Les rois de France, ils arrivaient dans une région, c'est à nous. C'est pour cette raison que la bouillabaisse, on vous dit c'est un plat français. C'est un plat provençal. Ça, c'est... Je vous laisse réfléchir. Bon. Bon, donc voilà, donc nous sommes dans une confédération, et quand, avec Valencia également, confédération, dont il y aura un souverain qui sera comte de Barcelone, roi d'Aragon et roi de Valencia. Normalement, il doit passer un tiers du temps dans chacune des trois villes, Barcelone, Saragosse et Valencia. En fait, il passera beaucoup plus de temps à Barcelone, qui était vraiment l'élément moteur de tout ça. Alors, ce qui est important, c'est ensuite, il faut repeupler. Donc, on va repeupler les régions prises sur les musulmans. Bon, les musulmans ont perdu, les riches sont partis, les pauvres sont restés, etc. Bon, ceux qui restaient. Donc, il fallait repeupler avec des chrétiens. Mais aller là-bas, parce que les musulmans ne pensaient qu'une chose, reprendre les terres. Donc, c'est là qu'on a inventé ce qu'on appelle le privilège. Le privilège, c'est que le roi dit, je vous donne des terres, vous y restez 5 ans, vous ne paierez pas d'impôts, mais il faut y rester 5 ans. Alors, il hésitait, parce qu'il dit, bon, un privilège, c'est comme une prime au risque. Maintenant, le privilège, c'est un 13e mois. On est loin du privilège de l'époque. Donc, voilà, donc, alors, ce roi qui avait bataillé toute sa vie, je n'ai pas la retraite, mais quelques semaines avant sa mort, d'abord il se fait moine. Il abandonne la couronne, il se fait moine. Et il décide de partager, de faire l'héritage. Nous, on a des enfants, on veut que nos enfants, il est mieux que... Il a plus réussi que moi, hein, les parents disent. Donc il avait 5 enfants. Un garçon sera archevêque de Tolède. Une fille va se marier avec le futur roi de Castille. Une fille va se marier avec Philippe le Hardi, elle sera reine de France. Vous avez tous entendu parler de Philippe le Bel. Sa mère était catalane. Sa mère était la sœur du roi de Majorque. Et donc, il restait les 2 garçons. Donc, pour un garçon, il va hériter ce qui est en jaune, la Catalogne, l'Aragon et Valencia. Et pour le cadet, qui s'appelait Jacques, il va créer pour lui, il va inventer le royaume de Majorque. Les îles Baléares, la seigneurie de Montpellier, et le Roussillon, la Cerdagne, avait Perpignan. Alors évidemment, dès que le père est mort, on a dit à Barcelone, c'est pas possible, il a séparé les terres, on s'est battu pour ça, donc il ne voulait pas en entendre parler. Bon, après, bon, c'était fait, c'était fait. Alors on va parler un peu du royaume de Majorque que vous voyez ici. Ils sont... Retourne, hein, s'il te plaît. Hein. Je ne compte pas. Alors, il y a 3 villes principales, Palma, Perpignan, Montpellier.
Palma, c'est un centre, comment dirais-je, c'est un centre maritime, parce que tous les bateaux qui arrivent de la Méditerranée, ils savaient qu'ils allaient à Palma, parce qu'il y avait des entrepôts, on léchait de la marchandise, on réparait les bateaux, fait tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Donc il y avait maintenant beaucoup d'argent qui rentrait, donc Palma était une ville riche et prospère. Montpellier fabriquait peu, il revendait, mais surtout il y avait l'université, il y aura l'université, puisque c'est le premier roi de Majorque qui va fonder l'université à Perpignan, à Montpellier, pardon. Et ensuite, donc, vous avez Perpignan. Bon. Alors, on voit que s'il y avait une guerre par hasard, le temps d'aller faire le tour de ton pays pour récupérer des soldats, il ne faut pas y compter. Donc c'est un royaume dispersé, mais qui va faire beaucoup de choses, parce que ça chante un peu entre le dynamisme de Palma de Majorque, entre l'université de Montpellier, entre le roi qui était quand même en principe beaucoup plus à Perpignan qu'ailleurs. Donc c'était intéressant. Je voulais vous montrer une carte, parce que moi j'ai regardé les transports, je me dis, voyons, quel est le transport qu'on fait entre Collioure et Palma de Majorque? Il y en avait très peu. Mais si vous regardez une carte, on comprend. Les gens de Collioure qui voulaient aller à Palma de Majorque, ils, si vous me permettez, ils descendaient, ils allaient en face, plutôt que de faire ça, vous voyez? Donc il y avait peu d'échanges directs. Quand vous regardez, moi je regardais les bateaux, je dis bon. Alors à Palma de Majorque, je peux vous dire, chaque année il y avait entre 700 et 800 gros bateaux, des bateaux qui portaient 100 tonnes, hein, c'est pas des petites barques. Et une année il y a eu plus de 1000 bateaux. Donc pour vous dire, il y a vraiment beaucoup de trafic. Voilà ce qu'on peut dire. Et beaucoup d'argent. Donc voilà, je vais vous raconter l'histoire des rois de Majorque. Il y a eu 3 rois. Jaume, Jacques, Jaume II, Sens Ier, parce qu'on s'est dit peut-être qu'il y aura un deuxième, et Jaume XIII, donc 3 rois. Donc on va regarder le couronnement. Le couronnement, on va voir le couronnement des Anglais là bientôt, là, ça va être la fête. Donc ça s'est passé comment? Il était couronné 3 fois. Une fois à Perpignan, une fois à Palma, et une fois à Montpellier. Alors ici, c'est le couronnement qui s'est passé à Palma de Majorque. On voit le roi de Majorque assis avec une tunique rose. Ça, c'est une règle. Toutes les miniatures qu'on voit du temps du royaume de Majorque, tous les rois ont une tunique rose. Bon. Au-dessus, vous avez des musiciens, vous le voyez, des anges musiciens, hein, vous les voyez. En dessous, 2 anges qui posent la couronne sur la tête du roi. Ensuite, à gauche, ici, vous avez l'évêque. Et à droite, vous avez une personne en rouge. Règle également, quand sur une miniature, en pays catalan, vous voyez un personnage qui a une tunique rouge, on appelle ça une gremaille vermeille. Hein. Ça veut dire c'est le consul, c'est le maire, en quelque sorte, de la ville. Dans toute la Catalogne, c'est comme ça. D'ailleurs, entre parenthèses, je connais des villes en Catalogne du Sud qui reconstituent comment faisait l'élection d'autrefois. Donc voilà. Alors, et évidemment, le roi s'engage à respecter tous les règlements, toutes les us et coutumes, sans problème. Alors maintenant, nous allons voir les édifices civils. Rien que là-dessus, on pourrait faire une conférence d'1 heure, dont je vais faire un résumé. Donc évidemment, qui dit royaume, dit évidemment capitale et château royal. Le château royal, c'est que vous connaissez, qu'on appelle aujourd'hui pompeusement, hein, palais des rois de Majorque. Avant, c'était pas ça. Avant, on disait le Castel Real. Et quand on fait le Castillet, ça veut dire le petit château. Voilà. Donc, palais des rois de Majorque. Alors, c'est bizarre parce que, habituellement, autrefois, quand on construisait une ville ou un village, on était sur une colline pour se déplacer. Mais non, Perpignan était en bas. À cette époque-là, il faut imaginer, il n'y a pas la loge de mer, il n'y a pas la mairie, il n'y a pas la cathédrale, il n'y a pas le Camposanto, il n'y a pas le Castillet. Non, Perpignan était en bas. Et beaucoup disaient il faudrait le mettre sur la colline. Oh, les gens de Perpignan, parce que ça fait qu'un billet, hein, c'est difficile. Donc ils disent non, on est là, on y reste. Bon. Donc le roi de Majorque dit eh je vais faire mon château là-bas. Donc vous l'avez visité, je suppose, enfin vous le connaissez, il fait 60 mètres sur 60. Le grand intérêt du royaume de Majorque, c'est qu'il est lumineux. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, non, que vous regardez les livres d'histoire, vous voyez que partout on construisait des châteaux avec des meurtrières, sans lumière, sans rien, sans soleil. Et là, au contraire, on construit un château aéré, agréable, avec des escaliers extérieurs, des appartements du roi, des appartements de la reine, etc. Donc c'est vraiment un château moderne et lumineux. Alors, qui dit également roi, il faut qu'il y ait un style. Vous savez, on dit le style Louis XIII, etc., ou Philippe II. Et donc, nous avons un style. À cette époque-là, arrive du Nord une nouvelle architecture qu'on appelle l'art gothique. Alors, le roi et certainement l'architecte, ils ont dit on va essayer de marier les deux.
Et donc, vous le remarquez, au rez-de-chaussée, vous avez 3 arts romans avec du marbre de Bachasse, et au-dessus, le double, 6 arts gothiques. Alors, moi, j'imagine le jour de l'inauguration, hein, le roi, il était là avec la petite Valetaille derrière, comme vous, quoi. Hein. Il dit, ben, c'est bien, ça me plaît. Et donc, on a continué comme ça. Donc, il y a plusieurs châteaux aux îles Baléares qui ont été construits comme ça, sur ce principe. 3 arts du roman dessous et du gothique dessus. Voilà, donc ça fière allure. Je suis allé un matin faire la photo parce qu'il y avait le soleil rasant. Et donc, on voit comme ça les cailloux, là, les galets, c'est vraiment très joli. Petite histoire ici, vous voyez ici, il y a un passage, hein, parce que là, il y avait une passerelle, et donc le roi venait là avec le roi, la reine, ses enfants, puis se montrer donc à sa cour. Voilà ce que c'était. Donc voilà ce fameux palais du roi de Majorque. Et en intérieur, vous avez la salle de Majorque. Aujourd'hui, on dirait que c'est une salle polyvalente à tout faire. Parfois, on faisait le banquet, parfois on faisait la fête, etc. Donc elle mesure 30 mètres sur 12 en gros, et les chauffés par des cheminées, enfin on mettait de la braise. Et à droite, vous voyez, vous avez une petite porte là, hein. Et c'est là, elle communique avec la cuisine, et c'est les cuisiniers, les marmitons qui portaient le plat. Hein. Et le plat, en principe, les jours de fête, la viande était découpée par un noble, parce que le roi il ne coupait pas la viande. Comme moi, à la maison, c'est ma femme qui coupe la viande. Bon, enfin, soit. Et donc, voilà ce palais des rois de Majorque, qui est vraiment magnifique. Vous l'avez visité, je suppose tous, il faut y aller le voir. Alors, à cette époque-là, également, il y avait ce qu'on appelle un consulat de la ville sur les mers. C'est à partir de 1197, Perpignan n'était plus commandé par un seigneur, mais par un conseil municipal qu'on appelait le consulat de la ville. Donc chaque année, pour le 24 pour la Saint-Jean, on faisait l'élection du premier consul, deuxième consul, etc. Donc il fallait trouver un local. Donc c'est le deuxième roi de Majorque, Sens, qui dit maintenant on va construire la case del consulat, c'est la mairie. Hein. C'est celle que vous connaissez aujourd'hui, donc du XIVe siècle. Donc, voilà. Enfin, voilà. Autre construction dont je tiens à parler, c'est le château de Collioure. Le château de Collioure, bon, il existe dans la nuit des temps, parce que, si vous voulez, il est protégé des intempéries, des tempêtes, etc. Et donc, eux, ils y ont beaucoup travaillé. Il y a plusieurs théories, moi j'ai lu beaucoup de livres, bon, pas important de savoir, mais je sais qu'ils ont travaillé, ils ont refait à peu près la moitié du château, une tour, des escaliers, enfin, donc ils ont beaucoup travaillé. L'intérêt de Collioure, c'est qu'à cette époque-là, pour voyager loin, c'était par bateau. Donc, par exemple, quand les gens venaient de Naples à voir le roi de Majorque, ils ne venaient pas à cheval, ils venaient en bateau. Notamment, il y a eu 2 mariages comme ça. Le deuxième roi de Majorque, Sens, il y a eu 2 guerres. Sens s'est marié avec la fille du roi de Naples, et le mariage a eu lieu ici, à Collioure. Et son cousin qui était à Barcelone, qui s'appelait Jacques II aussi, de Catalogne-Aragon, lui aussi a reçu sa fille, une sœur de l'autre, hein, qui est arrivée à Collioure, et ils sont mariés à Figueres, enfin à Ville-de-Beltrangue, si vous connaissez à côté de Figueres. Bon, dans ces 2 mariages, il y en a un qui est bien marié et l'autre mal casé, pour être bon. Enfin, ça arrive comme ça. Et donc voilà, donc Collioure, c'était là où on recevait donc tous les ambassadeurs, les voyageurs, etc. Ils dormaient sur place, ou ensuite ils allaient à Perpignan. Ils ont également refait ou construit des tours, les tours de Gué, Madeloc, etc., qui existaient déjà, mais ils les ont restaurés, ils les ont agrandis, ils les ont renforcés. Ici, par exemple, ça c'est des tours de la tour de Carole, vous savez, que vous connaissez. J'ai eu la chance, je fais la photo. Je remonte dans l'auto, je regarde dans le rétroviseur, il y avait des promeneurs. Je m'arrête, je fais la photo. Ça donne une idée de la dimension. Donc au départ, il y a quelques années, hein, on pensait qu'il y avait 2 tours. Mais maintenant, on a fait des fouilles, on s'est rendu compte qu'il y avait un château très très grand, vous voyez, très très grand. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur les fortifications. Alors il y a également autre chose qui étonne beaucoup, c'est quand je dis, durant le royaume de Majorque, nous sommes une époque libérale, un roi libéral. Comment ça se passait? Les corporations de Praz-au-Mouillot étaient une ville les plus puissantes de chez nous. Hein.
il y avait 26 corporations qui fabriquaient du drap, du cuir, donc c'était énorme. Et souvent, ils étaient enquiquinés par les inondations du Tech. Alors ils ont dit qu'il faudrait faire un pont. Ils vont voir Sanche, toujours le fameux Sanche. Sanche dit, vous voulez faire un pont? Vous le payez. Ah, ça c'est bon, ça, hein, si on faisait ça comme ça. Donc, oui, c'est comme ça. Hein. Ils ont fait le tour de toutes les corporations, les villages, ils mettaient de l'argent. Et donc, chaque fois, on notait. Quand on a eu de l'argent, on a fait le pont. Mais ensuite, quand vous leur empruntez le pont, tu n'as pas payé, toi. Et donc, maintenant, tu vas payer le passage. Ceux qui avaient donné de l'argent, ils passaient gratuitement. Il s'est passé exactement la même chose à Villefranche-Conflans. D'ailleurs, l'autre jour, il y avait un article sur l'indépendance, je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein. Ils sont en train de restaurer. Il y avait 3 ponts. Donc, c'est l'abbé de Saint-Martin du Canigou, l'abbé Saint-Michel de Couchat et de prière de Corneilla du Conflans qui ont dit il faut qu'on ait tant d'argent pour faire tel pont. Ils ont fait le tour. Ils ont fait la recouillette, comme on dit. Ils ont eu de l'argent, ils notaient tout. Et donc, ceux qui avaient payé, ils passaient gratuitement sur le pont. L'autre, avec un bœuf, il fallait donner 3 livres. Je ne sais pas ce que ça représente, 3 sous, enfin, même pas. Non, on payait. Hein, c'était comme ça que ça se passait. Alors maintenant, donc, nous quittons notre Roussillon. Je vous dis, on pourrait en parler 1 heure, et nous arrivons à Palma de Majorque. Si un jour vous devez aller à Palma de Majorque, on peut y aller en avion. Mais moi, je vous conseille d'y aller en bateau, parce qu'on part le soir de Barcelone, et le matin, on arrive à Palma de Majorque, et devant vous, vous avez un paysage magnifique. Cette photo, je l'ai faite, moi j'ai la mer derrière moi, hein, elle est à 100 mètres. Hein. Donc à droite, vous avez la cathédrale, et à gauche, vous avez le palais des rois de Majorque. Donc vous avez un paysage magnifique, en plus en bateau, on a le temps de le voir, on en profite. Donc je vous conseille. Donc on va parler de... Voilà. Donc ici, il y avait une espèce de château des musulmans, bien sûr, déjà, dont on l'a récupéré, on l'a modifié, etc. Et vous le voyez, toujours le même style qui a été inventé à Perpignan. Dessous, vous avez 1, 2, 3, 4 art roman, et dessus, 8 art gothique. Il est le château plus grand que celui de Perpignan. Hein. Et donc, vous avez à l'intérieur des salles. J'ai photographié cette salle comme ça. Une salle j'ai fait la photo à main levée. Vous avez fait la photo, des fois elle sort ici, des fois... Là, j'ai eu une chance inouïe parce que les blasons sont partagés en 2, vous voyez. Donc, à droite, vous avez des blasons, vous avez des armures, vous avez des tapis, etc. Bon, c'est un château donc, qui est vraiment chouchouté parce que c'est à la résidence du roi d'Espagne quand il va à Palma. Donc voilà donc pour ce château. Alors, ensuite, sur une colline, le 2e roi de Majorque, ils ont construit, si vous connaissez, un château circulaire qu'on appelle le château de Beilver. Il est rond, et il fait 34 mètres de diamètre, donc il est très grand. Dessous, vous avez 21 arcades romanes, vous voyez, arrondies, et dessus, le double, 42 gothiques. Alors, comme il est rond, les sculpteurs, ça ne veut pas être facile parce qu'on n'a pas d'angle droit. Donc toutes les pierres sont taillées en trapèze pour l'ajuster. C'est assez compliqué. Et là-dessus, vous avez la tour de l'hommage qui est à 34 mètres de haut. Dans les îles Baléares, vous avez 3 autres châteaux. Notamment Valldemossa, vous savez, on parle beaucoup de Valldemossa parce que Chopin y est allé, mais vous avez les vestiges d'un château Valldemossa bâti sur le même principe, de roman et gothique en haut. Puis vous avez 3 autres châteaux. Bon, on ne fait pas le tour, là aussi on pourrait passer une conférence entière sur les châteaux construits par les rois de Majorque à Palma. Donc, vous voyez, je vais rapidement. On va voir maintenant les édifices religieux. Alors, on est à Palma, on y reste. Donc, quand le papa Jacques Ier le Conquérant prend les îles Baléares en 1230, il est mort en 76. Donc, pendant 46 ans, il a eu le temps de réorganiser les îles. Hein. Donc, repeuplées par les Catalans, des nouvelles lois, des nouvelles coutumes, etc. Donc, il dit on va construire une cathédrale. Mais pas une cathédrale une cathédrale 110 mètres de long. 110 mètres de long. Comme une 33 de large. Hein. Et la superficie, comme on dit en catalan, les paysans, il dit une minade, c'est 6000 mètres carrés. C'est immense, on en parle très peu, mais elle est vraiment immense, elle est très très grande.
Et à l'intérieur, vous avez une rosace qui fait sa superficie de 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, c'est pas si vous avez vraiment immense. Donc c'est là que les rois de Majorque ont été enterrés, enfin non, sauf Sanche, il est mort en Formiguère. On a descendu son corps, on l'a enterré à l'église Saint-Jean-le-Vieux, que vous connaissez, et puis on ne sait plus où il est maintenant. Enfin voilà donc cette magnifique cathédrale Alors, on revient en avion, on va aller plus vite. Nous voilà à Perpignan, et vous connaissez ici l'église des ils savent tout. Alors, des dominicains. Elle existait déjà, mais les rois de Majorque les ont agrandis, transformés, les ont changés. Hein, donc, elle a beaucoup plus d'allure. N'oublions pas également une chose, que c'est dans les églises que se faisait enterrer la noblesse. Vous savez, toutes les chapelles latérales que vous avez. Bon, on y va, on fait des expos, tout ça, mais en fait, c'est là. Et donc, plus les nobles, les Homs et compagnie, qui avaient beaucoup d'argent, je dis ça parce qu'on a un monsieur Homs, là, la grande noblesse, se faisait enterrer dans les comme ça, des grandes églises. Pas uniquement ici, enfin ailleurs. Donc plus on avait de l'argent, plus on était puissant, plus on se faisait enterrer près de l'autel, évidemment. Donc voilà donc pour les dominicains. Ce que je veux dire sur les dominicains, c'est que il y a un cloître que vous connaissez. Et alors ce cloître, à l'époque, je parle d'il y a 20 ans, 30 ans, les catalanistes, on disait l'armée là, l'armée, elle occupe les dominicains, elle occupe le cloître. Et moi je disais, tant qu'il y aura l'armée, on ne démolira pas et on ne la vendra pas. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que à Perpignan, on avait 18 cloîtres. Il en reste 3. Les autres ont été vendus, démolis, etc. Donc l'armée française, pour dire les choses, bon, a protégé le cloître. Donc c'est quand même important. Alors ensuite, donc, les bourgeois de Perpignan, qui avaient de l'argent, les affaires marchaient bien, ils disent, nous aussi, on voudrait avoir notre cimetière, parce que les nobles se font enterrer dans les grandes églises, et nous, la pauvrette, on a un petit cimetière. Donc il va voir le roi, Sanche, toujours le même, hein. Il dit, on voudrait avoir le cimetière. Qu'est-ce qu'il dit, Sanche? Vous voulez un cimetière? Vous le payez. Alors, tous les bourgeois, les riches bourgeois de Perpignan, pas les seigneurs, hein, les bourgeois. Hein, les bourgeois, c'est les gens qui habitent, les entreprises commerciales, etc. Ils ont fait le tour de Perpignan, on a mis de l'argent dans les caisses communes, et ils ont construit ce qu'on appelle aujourd'hui le Camposanto. Alors, si ce n'est pas le vrai nom, avant, on disait c'est un cloître cimetière. Bon, donc cloître cimetière. Et comme c'est à peu près dans les années 1300, donc on décide. Alors, vous l'avez visité. Là, ici, on appelle ça un amphieu. Et donc, il faut pratiquement 2 mètres. Donc, chaque bourgeois achetait un amphieu et la famille se faisait enterrer ici, ou alors dessous, il y avait une crypte. Donc, vous allez voir également qu'il y a quelques blasons, parce qu'à un moment donné, les bourgeois avaient droit à avoir un blason, alors que jusqu'à maintenant, c'était la noblesse. Donc, il est vraiment exceptionnel, parce qu'on en a construit plusieurs en Europe. Mais celui de Perpignan, c'est le mieux conservé. Donc, on est celui de Florence, qu'on a vu. Hein. Il y a 3 arcades, il ne reste pas grand-chose. Le nôtre, toujours pareil, grâce à quoi? Il y avait l'armée. S'il y avait eu l'armée, on ne sait pas ce qu'on aurait fait. Bon. Et donc, il a été très bien restauré, c'est très bien fait. Alors, je vous fais remarquer que je n'ai pas encore parlé de la cathédrale. La cathédrale n'était pas construite. Donc, si vous avez le plan de Perpignan dans la tête, hein, d'un côté, vous avez l'église du Vieux-Saint-Jean, ensuite, vous avez ici le Camposanto, et au milieu, il y avait un cimetière. Hein, le cimetière. Attends, Claude, je n'ai pas fini. Et là, donc, je vous ai dit cloître cimetière. Vous voyez cette rangée de tuiles ici, là, ici. Donc là, ça veut dire qu'il y avait un toit. Un toit que à peu près ça faisait 3-4 mètres, comme ça, avec des piliers qui tenaient le toit. Donc, on pouvait faire le tour, comme ça, du Camposanto. Ouais. C'est pour ça qu'on dit cloître cimetière. On pouvait dire des prières, on pouvait mettre des bouquets de fleurs. Enfin, c'était pour la famille. Donc, il n'y avait pas. Voilà, c'est pour ça que. Bon, Camposanto, c'est bien, c'est folklorique, mais ce n'est pas le vrai nom. Alors. Vas-y, c'est bon. Donc, le roi encore Sanche, le beau, il a dit, bon, Perpignan est une grande ville. Vous savez qu'un pays catalan, avec la Catalogne, vous avez la première ville, Barcelone, pas de problème. La deuxième ville, Perpignan. Bien avant Tortosa, bien avant Gérone, bien avant Tarragone, etc.
Mais tout le temps, vous aviez 35 000 habitants, par exemple, à Barcelone, il y en avait 15 ou 20 000 à Perpignan. Du temps du royaume de Majorque, on dépassait les 20 000. Après donc Sanche dit, grande ville, capitale, il y avait déjà beaucoup d'églises. On avait déjà construit l'église La Réal, que vous connaissez peut-être, c'est le roi de Majorque qui l'a fait construire. Et lui, il dit, maintenant, on va faire une grande église. Là, l'évêché était toujours à Elne. Donc la cathédrale est toujours à Elne, hein, donc on est d'accord. Hein. Ils vont déménager qu'en 1600. Là, nous sommes en 1324. Donc Sanche dit, on commence à faire les plans, on fouille un peu, on se rend compte tout d'un coup qu'il y a de l'argile, il y a du sable, ça sera très compliqué. Au début, ils voulaient faire une cathédrale avec 3 nefs. Puis après, ils ont fait une cathédrale avec une seule nef. Alors, quand vous entrez dans la cathédrale de Perpignan, vous compterez les piliers à gauche et à droite à gauche. Vous faites 1, 2, 3, 4. Et sur le 4e pilier, ici, hein, oui, il mesure 80 mètres de long, donc elle est beaucoup plus petite que Palma de Majorque, mais c'est une église, c'est pas la cathédrale. Donc, sur le 4e pilier, vous avez un texte gravé, c'est écrit en latin, qui a été gravé du temps du roi de Sanche. Hein, Sanche. En face, au 4e pilier, vous avez la même, bien sûr, gravée, mais qui correspond à l'évêque d'Elne qui s'appelait Bagne. Mais je vous ai photographié celle du roi de Majorque. Donc c'est écrit en latin, je ne vais pas vous le dire, mais simplement intéressant, parce qu'ici on voit écrit Rex. Sanche, Rex, vous voyez, R-E-X, ouais, Rex. Et donc, en fait, il y a écrit l'an de Calendes, mois de mai 1324, Sanche, seigneur et roi de Majorque, a posé la première pierre de l'église Saint-Jean. C'est joli. Et vous avez l'année, à l'année, en bas, 1324. On a écrit 24 avec des barres, dans ce livre très bien, voilà. Donc, vous voyez, je vous parle souvent de Sanche, mais il a vraiment beaucoup marqué. Alors, ma femme me dit, je vais être désagréable. Oui, mais enfin, je le fais vite, bon. Quand j'ai écrit mon premier livre en 1978, mesdames, vous étiez très jeunes, hein, ou peut-être certains n'étaient pas nés, je cherche, on me dit, j'apprends, la ville de Palma de Majorque nous a donné le gisant, c'est-à-dire la statue du roi Sanche, le gisant. C'est une statue. Ah bon, j'avais la cathédrale, je dis, on m'a dit que. Alors, monsieur Blessonneau, il me regarde la tête aux pieds, il fait ça, il ne savait pas, j'aimerais le voir. Bon, 78. Et alors, il va chercher deux clés. Il ouvre la porte comme ça, et je vois le gisant du roi Sanche. J'étais avec mon copain, le photographe l'indépendant, Jean Roche. On était abasourdis. Il y avait des toiles d'araignée, il y avait une chaise cassée par-dessus, tout. On doit donner un goût de balai. Alors je demande au monsieur, mais depuis quand il est là, ce gisant? 1965. Donc il y avait, vous savez combien ça? Enfin, 20, non, 60. 85, non, moi c'était en 78. Enfin bon, donc j'ai dit, mais il faut le sortir. Alors toujours pareil, sous mon premier livre, comme tout à l'heure pour Guy Polos, j'ai fait des photos. J'ai dit comment, j'ai fait des photos, tout, comment on le cache, tout ça, etc. Alors le département, je sais pas qui s'en occupe, ils ont pris ça, ils ont pris la statue, ils l'ont amené, enfin le gisant, c'est une tonne, au bout d'une tonne et demie, ils l'ont mis à Collioure. Est-ce que c'est pas dans le transport? Est-ce qu'ensuite c'est le soleil, la neige, la pluie, tout ce qu'on peut. Enfin, il s'est vendu à 7 ou 8 morceaux. Ah non, mais ça a été, on l'a ramené, on l'a restauré. Ça a duré, moi je n'ai pas suivi, ça a duré des mois, un an. Puis un beau jour, ils l'ont remis à la cathédrale Saint-Jean. Quand vous y entrez, il est à gauche. Alors moi j'allais, quand je voyais quelqu'un, mettez un papier, on ne sait pas qui c'est. Oui, on va le faire, on va le faire. Et mettez un carton, mais qu'on sache, vous voyez ça là. Ils ont mis un carton en 2017. C'est-à-dire, non mais mesdames, messieurs, 40 ans pour régler le problème d'un gisant avec un carton. Alors comme je dis toujours, ça n'a rien à voir avec le traité des Pyrénées, ni la Révolution française. Un jour quelqu'un m'a dit, mais j'adore la polémique. Il n'y a pas de polémique là. Eh bien, je vais vous faire de bonnes nouvelles, bonnes surprises. Vous voyez ça, je l'ai photographié heureusement, parce que maintenant ils l'ont enlevé. Avant, il n'y en avait pas. Vous dites, bon, mais là maintenant c'est pire, ils l'ont enlevé. On ne sait plus qui c'est. Heureusement, j'ai fait la photo.
Alors les Catalans, fiers des Catalans, enfin soit. Alors là maintenant, le dernier roi de Majorque, Jacques III, il avait construit une immense, vraiment très très grande église, l'église des Carmes, vous savez, qui est devant la caserne militaire. C'était un magnifique vaisseau. Hein. Alors le toit, vous savez, c'est pendant la guerre, quand les Allemands sont partis, ils avaient laissé de la dynamite, ça a explosé, on ne sait pas qui l'a fait, bon, c'est tombé. Quelques années après, il a neigé, encore bout est tombé, donc maintenant c'est à l'air libre. Mais ce qui est surtout d'important dans cette église des Carmes, c'est que à l'extérieur, il y avait le cloître. Tous les historiens disent que c'était le plus beau cloître du Roussillon parce qu'il y avait 4 marbres. Le blanc, le rose, le gris, etc. Et le bleu. Et donc, il était vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait à Perpignan? Bon, on l'a vendu. Hein. Le type, il l'a acheté, il a installé dans l'Aude, du côté de Carcassonne, là-bas. Hein. Alors, ils l'ont transporté le long, si vous connaissez la route, hein, il l'ont monté, il l'a remonté là-bas. Donc, il est vraiment... et voilà, encore un cloître qui est parti. Bon, fait soit, bon. Bien, donc, vous voyez, on est allé très vite. Là aussi, on pourrait faire une conférence uniquement là-dessus. Bon, maintenant, mes chers amis, on va parler de l'art durant le royaume de Majorque. Alors... comme je dis que nous étions à une époque libérale, tu as vu que les rois, ils vivaient avec les impôts, etc. Bon, mais ils avaient également des biens. Ils avaient des moulins, ils avaient des ruisseaux, ils avaient des champs, etc. Hein. Donc, une fois par an, ils le louaient. Donc, dans les villages, par exemple ici, à Saint-Laurent de la Salanque, ils disaient « Qui veut louer la terre del rey ?» Qui veut louer la terre du roi? Et on l'a loué pour l'année, ou pour 2 ans, pour 3 ans. Donc ça s'appelle ça le cabreu. Le cabreu, c'est le terrier qui appartient. Alors, il date de 1292. Aujourd'hui, on ne voit plus les originaux. Moi, à l'époque où j'écrivais, en 78, j'ai eu la chance d'avoir l'original dans mes mains. C'est toujours émouvant, quoi. Il a 700 ans. Hein. Donc, ici, vous avez le premier roi de Majorque, ici. Ouais. À droite, vous avez, ici en noir, vous avez le procureur royal, qui est un templier, et c'est lui qui donne un papier de location. Hein. Et là, vous avez les 2 personnages, vous voyez, qui s'adressent au roi, voilà. C'est écrit en latin. C'est une mine d'or parce que vous avez le nom des habitants qui louaient, bien sûr, le prix des locations, le lieu-dit, etc. Alors, moi, j'ai travaillé sur le Cap-Bref d'Argelès, il y en a 7 en tout. J'ai regardé tous les noms. Quand j'écris mon premier livre, en 78, j'ai relevé tous les noms. Puis en 78, je prends l'annuaire du téléphone et je regarde. Il y avait les noms retrouvés. Maintenant, il y a des tas de Belges, alors tout ça. Ou des Anglais, bon, c'est pas. Mais la conservation des noms, c'était ça, c'est incroyable. Donc voilà le fameux cabreu. Donc celui-là, il est très bien conservé. Ils sont tous très bien conservés, ils ont 700 ans, hein, vraiment magnifique. Alors. Ensuite, par exemple, je vais vous parler d'une croix, de croix en argent et en argent et en or, qui est vraiment magnifique. Ça, c'est Saint-Martin de Canigou qui l'avait commandé. Traditionnellement, on disait que les meilleures corporations, les meilleurs orfèvres étaient à Montpellier. Montpellier faisait partie du royaume de Majorque. Donc, c'est les corporations de Montpellier qui a fabriqué cette croix. D'ailleurs, vous avez le tampon, derrière écrit MOP. Hein? Oui, MOP, voilà. Donc vous avez les 4 évangiles, etc. Il est comme ça à peu près, il est grand comme ça, voilà. Et donc, à Saint-Martin de Canigou, il est vraiment magnifique. Mais vous savez que Saint-Martin de Canigou s'est effondré, a été abandonné, etc. Donc cette croix a été donnée à Auréa. Et c'est à Auréa que je suis allé la photographier. Je me souviens, on était avec mon épouse, là, on avait pris un drap en velours comme ça rouge, j'avais mis la croix, j'ai fait la photo un matin. Donc voilà, c'est très 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 belle croix, elle est vraiment magnifique. Alors, également, vous connaissez le cloître d'Elne, il n'était pas terminé, il manquait une galerie. Seulement, le reste avait été fait à l'époque de l'art roman, et là, nous sommes dans le gothique. Alors, les sculpteurs avaient perdu le truc, le coup de main, c'était pas pareil, etc. Donc, ils ont tenté de faire à peu près le même style roman, mais nous sommes dans le gothique. Donc, il y a quand même 13 chapiteaux, hein, et je vous ai choisi de vous parler ici des rois mages. Chapiteau. Donc, vous avez ici Hérode, 1, 2, 3, les trois rois mages.
un petit, un jeune, un vieux, etc., qui apporte les cadeaux. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est... Maintenant, il y avait un autre cloître qui avait été construit du temps des rois de Majorque, qui se trouvait à Villefranche-du-Conflans. En plus, il était rarissime parce qu'il y avait un étage. Et donc, on le dit, allez. Quand Louis XIV s'est emparé de Roussillon par la guerre, hein, on ne sait pas comme ça, non. Il y a eu quelqu'un, vous avez entendu parler de Vauban, ça vous dit quelque chose de Vauban? Ça vous dit quelque chose de Vauban? Vauban, il est allé à Villefranche-Conflans, il a dit cette ville, elle est pro-catalane, pro-espagnole. Alors lui, il voyait les terroristes, d'autres disaient c'était les résistants, c'est à vous de choisir. Bon. Et donc, au centre de Villefranche-Conflans, il dit il faudrait faire ce qu'on appelle une grande place. Vous voyez, une grande place. Donc, il dit on va se débarrasser. En plus, il y avait beaucoup de résistants, surtout l'église qui résistait. Donc, il dit on va démolir des maisons et le cloître. Aujourd'hui encore, moi je connais très bien le maire, on cherche où est-ce qu'il était exactement. Il ne reste que quelques enfeux. Vous voyez, là, ici. Quand vous irez à Villefranche, vous avez l'église. Hein. Donc, vous regardez l'entrée de l'église et à droite, il y a une place avec un petit restaurant. Hein. Et donc, vous avez un feu. C'est tout ce qui nous reste. Il y en a 3. Et donc, il y en a qui disent le cloître, il était là. Mais d'après ce qui se lit, on n'en est pas du tout sûr. Donc, voilà Vauban. C'est dommage quand on fait des conférences qu'on ne parle pas de M. Vauban, le destructeur. Il a fait la même chose à Collioure. Enfin, un tiers de Collioure, il est démoli. Alors, il y avait également, chez nous, en pays catalan, une grande communauté juive dans la nuit des temps. Parce que, bon, je connais des amis qui ont fait des études, ils me disent, oui, mais tu comprends, les juifs, ils sont convertis, mais ils ont changé de nom, etc. Alors, vous en connaissez autour de vous peut-être. Quand on a obligé les juifs à se convertir, ils ont montré qu'ils étaient plus chrétiens que les chrétiens. Donc, ils mangeaient du saucisson, du boudin. C'était dur pour eux, mais enfin, sinon ils étaient zigouillés ou chassés. Et donc, il y a eu une grande polémique entre les juifs de Barcelone et les juifs de chez nous. On dit toujours Perpignan, mais à Villefranche, il y avait une communauté juive très importante, qui comptait autant qu'à Perpignan. Et quelle était la discussion? Les juifs de Barcelone disaient, il faut que les jeunes apprennent la Bible et le Talmud. Le Talmud, c'est là les commentaires de la Bible. Mais on dit, si tu n'as pas le Talmud, tu ne peux pas comprendre la Bible. Voilà. Et quand ils auront 28, 29, 30 ans, à ce moment-là, ils pourront apprendre la philosophie grecque et les sciences. Et chez nous, on disait l'inverse. Il faut qu'on fasse les études en même temps. En même temps qu'on étudie la Bible et le Talmud, on fera en même temps la philosophie. Donc il y a des discussions qui ne faisaient pas, des livres, tout ça. Et le meneur de tout ça, il était justement de Villefranche-Conflans. Alors quand je dis ça, on me dit mais non. Quand vous lisez ses écrits, il dit « J'habite une ville où, à partir de la mi-novembre, on ne voit plus le soleil. » C'est vraiment Villefranche-Conflans. Donc, alors, on a fait des fouilles avec le maire actuel. Ils ont trouvé des pierres qui étaient gravées, qui étaient écrites en hébreu. Là, c'est des choses qu'il faudrait retravailler. Donc, pour vous dire que c'est important. Alors, attends, cette Bible, elle date de 1299, elle était à Perpignan et maintenant elle a été transférée à Paris. Alors, la communauté juive dit, rendez-nous là. Et Paris dit, elle ne peut pas être transportée. Mais bon, elle est là, voilà. Alors, il y a le dernier roi de Majorque qui s'appelle donc Jacques III. Lui, c'était un type super organisé. Il a dit, voilà, maintenant, dans toutes les royautés, dans toutes les palais royaux, il y a comme ça l'étiquette. On sait ce qu'il fait, des fois on ne sait pas, etc. Lui, il dit, je m'en vais l'écrire noir sur blanc. Ce que font chaque noble, ce que fait chaque bourgeois, ce que fait chaque cuisinier, chaque marmiton, tout ça, etc. C'est comme ça qu'on sait quand le marmiton au palais royal de Majorque, il montait un plat, il y avait un linge par-dessus, c'était écrit. Et donc il a écrit ce qu'on appelle les lois palatines, c'est-à-dire les lois du palais, en 1337. C'est écrit en latin. Il a été fait à Palma de Majorque. Mais donc c'est un livre magnifique, vraiment un très beau livre. Il fait 70 pages recto verso, avec des belles miniatures. Et vous voyez que le roi, toujours, il est en rose. Hein. Donc vous avez 3 hommes d'église ici, et à droite, vous avez 3 nobles. Et donc on raconte tout. Alors je vais vous montrer, par exemple, il y a une autre image.
c'est bizarre parce qu'on n'imagine pas, je ne sais pas qui c'est qui a fait. Ça a été fait par le de Majorque, mais on dirait que c'est fait plutôt dans les Pays-Bas ou je ne sais pas où. Vous voyez le roi là-bas avec un drôle de chapeau, cheval blanc, etc. Et là, c'est en train de faire les comptes. Alors, quand le royaume de Majorque a disparu, le livre il était à Perpignan. Quand le royaume de Majorque a disparu, Pierre, je vous en parlerai tout à l'heure, s'est emparé de ce livre, il l'a ramené à Barcelone, il a fait traduire en catalan et il l'a utilisé. Il était en latin, il l'a fait. C'est pour ça que ce roi, on l'appellera Pierre le cérémonieux. En catalan, Pere el Cerimoniós, parce qu'il avait la cérémonie, il avait tout pris là, sur ce livre. Mais ce livre a été volé. On l'a retrouvé, il a redisparu, il a volé tout ça, pam, 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 et maintenant il se trouve à la Bibliothèque royale de Bruxelles, chez les Belges. Ah, c'est joli. Et c'est extraordinaire. Alors moi, quand j'ai appris ça, j'ai écrit à la Bibliothèque royale et j'ai dit, envoyez-moi des CD. Donc sur mes livres, rien que pour ça, ça mérite que vous les achetiez. Je ne dis pas ça pour les vendre. Non. Dans ce livre, vous avez plusieurs reproductions. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Donc, il est là-bas. À mon avis, il y est pour longtemps. Mais moi, je ne l'ai jamais vu. Mais un ami l'a vu. Il m'a dit, la première page, c'est celle-là. À l'autre, tout là. Elle est un peu, pas abîmée, mais les autres sont... Elles ont 700 ans quand même. Elles sont parfaitement conservées. Voilà, le livre, c'est des lois palatines, des lois du palais. Bon, on pourrait continuer là, si vous le sentez. Maintenant, on va parler de l'ambition des Catalans et des Catalanes. Alors, donc revenons à la création du royaume de Majorque. Il y avait deux frères, un qui était à Perpignan, hein, vous me suivez, Jacques, qui s'appelait comme son père, et l'autre qui était à Barcelone, qui s'appelait Pierre. Donc ils vont se marier. Jacques, il dit, moi, je veux marier dans le coin. Il s'est marié avec la fille du comte de Foix, Esclarmonde, qui était une fille. Quand on lit les chroniques, elle était belle, elle était magnifique, elle était gentille, elle était cultivée, enfin, etc. Bon. Et l'autre Pierre, qui avait de l'ambition, il dit, moi, je vais marier avec la fille du roi de Naples. Parce que la péninsule italienne, c'était pas un pays. Hein. Vous avez le royaume de Naples, un peu en dessous de Naples, vous voyez. Ensuite, vous avez les États du pape, qui étaient très grands. Mais vous avez ensuite des villes libres, comme Venise, Gênes, Pise. Vous avez le duc de Milan. Donc, il y avait plusieurs pays différents. Et donc, lui, il dit, je vais marier vers la fille du roi de Naples. Et Marco va de marier la Sicile. Un bon mariage, hein. Un bon mariage. Bon, donc il se marie à Montpellier, il n'y a pas de problème, tout va bien, on voyage, on fait des échanges d'alliances, voilà. Mais voilà qu'il y avait en France le roi de France. Et le roi de France dit, il avait un frère, il dit, moi, le frère, il s'appelait Charles d'Anjou, parce que c'est un petit royaume dans le royaume d'Anjou, avec une armée, il dit, je vais m'emparer de Naples. Donc il y a une grande armée du nord qui descend, comme on dit, nous, il descend, hein, fait la guerre à Naples, et donc en 1266, il gagne la bataille. Et terrible chose encore, c'est que le roi de Naples, c'est le beau-père de Pierre, vous me suivez toujours, hein, il est tué là-bas. Alors à Barcelone, on est désespéré, on dit comment? On comptait avoir la Sicile et maintenant on n'a plus rien du tout. C'est les Français qui vont s'emparer de Naples et de la Sicile. Alors là, hein, ça va être très dur. Donc pendant des années, on a réfléchi, qu'est-ce qu'on fait? Parce que monter une armée contre Charles d'Anjou, c'était en même temps déclarer la guerre au roi de France. Mais ce Charles d'Anjou était un type épouvantable. Moi, je ne vais pas vous dire, parce que Historia a fait des études là-dessus, c'est un type affreux. Il mettait des impôts à tout le monde, il confisquait des terres. Et après, il disait aux gens, elles sont à moi, maintenant, si vous voulez me les racheter, vous devez payer. Enfin, il y a des impôts partout, donc il y a eu des révoltes, Finalement, au mois de Vêpres, pour 1282, après donc Pâques, pour les Vêpres siciliennes, les Siciliens se sont révoltés, ils ont cherché tous les Français qu'il y avait dans l'île, 4 ou 5 000, ils ont tué tout le monde. On appelle ça les Vêpres siciliennes. C'est une date historique, parce que Verdi a fait un opéra, les Vêpres siciliennes, donc c'est une date très espérante. Pendant ce temps, donc, un an avant, c'était pas donné, le roi Pierre avait dit, bon, on va récupérer la Sicile. Et donc, il monte une grande flotte avec des bateaux construits à Barcelone, mais même à Perpignan, à Collioure, on construisait des bateaux, et surtout, tout ce qui était en fer, la ferraille, les armes, les munitions, etc., les arbalètes, c'était fabriqué. Sur le port de Collioure, on construisait tout ça. Et donc, finalement, au mois de mai
1282, une grande flotte part du côté de Barcelone pour s'emparer de la Sicile. Donc c'était bien après les vêpres siciliennes, vous me suivez? Parce que des fois on dit, c'est lui qui a fait mon don, il n'a rien fait du tout. Ça s'était déjà passé. Donc au lieu d'aller directement en Sicile, il fait une pause ici, et quand il est à l'école ici, je vais envoyer deux diplomates. Un diplomate qui ira voir la Sicile, savoir si les Siciliens sont prêts à accueillir les Catalans. Et le deuxième diplomate, il ira à Rome voir le pape. Parce que le pape, il n'était pas au courant de ce qui se passait. Et c'était l'homme le plus puissant. Alors, dans le premier diplomate, Quintana, il s'appelait, il va à Sicile, on l'accueille aux bras ouverts, les Catalans peuvent venir, etc. Bon, très bien. L'autre, il va à Rome, il explique ça au pape et à tous ses ministres. Il dit, je ne connais pas le latin, mais je sais que le pape a dit niet. Je ne sais pas comment on dit en latin. Niet, c'est pas ça. Alors, les deux diplomates rentrent, ils voient le roi Alcoy, il dit, bon, la Sicile, pas de problème, ils nous attendent, mais le pape ne veut pas. L'autre, il a dit, je viens de monter une armée de 15 000 hommes avec 42 bateaux, des armes, des chevaux et tout, on va. Donc, il s'en va, il va en Sicile, il débarque, les Siciliens l'accueillent. Il y a une bataille terrible sur terre et sur mer, parce que Charles, le roi d'Anjou, n'accepte pas, etc., etc. Ça dure tout l'été 1282. Et donc, c'est là qu'entrent en scène les fameux Almogavars. Les Almogavars, c'est un nom un peu bizarre, mais c'était des soldats, c'était une grande compagnie. Bon, ils étaient toujours entre 5 et 6 000. Ils vivaient avec femmes et enfants, ils vivaient que dans la guerre. Hein. Donc c'était le génie de la guerre. Donc, ils étaient terribles, toujours mal rasés, mal foutus, en espadrille. Ils n'avaient pas de bouclier. Il n'y avait que les capitaines qui avaient un bouclier. Donc ça veut dire qu'ils attaquaient toujours. On ne recule pas, on attaque. Bon, avec les lances. Donc, on se déplaçait rapidement. Donc, quand ils sont arrivés en Sicile, on a vu ce type mal rasé, barbu. Les Siciliens ont dit, on a des textes, ils disent, bon, ces gens-là veulent nous défendre, mais ce n'est pas possible. Mais quand on les a vus à la bataille, voilà. Et ils avaient un cri de guerre. C'était desperte ferro, desperte, desperte ferro, desperte, desperte. Alors, quand vous avez 5000 types qui disent ça, desperte, c'est faire les épées, faire réveillez-vous, 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 pom. Et donc voilà donc comment la Sicile est devenue catalane. Et le fameux Pierre dont je vous ai parlé, hein, il s'est fait couronner roi de Sicile le 2 septembre 1282. Vous voyez qu'il est à moitié-moitié. Vous avez moitié les barres catalanes et l'autre moitié, c'est les aigles, c'est-à-dire que de sa femme, la reine de Sicile, de son épouse, qui était d'origine germanique. Voilà, donc c'est pour cette raison. Et ce blason, c'est le blason d'aujourd'hui. Parce enfin, moi je ne connais pas très bien le blason, mais je sais qu'on ne peut pas effacer les choses. Je connais des villes où on a effacé des choses. Qui est devenue la pimpante, là, la rayonnante, oui. Ça, vous ne pouvez pas le faire, là. Vous ne pouvez pas jouer avec les blasons. Le blason, c'est sacré. C'est sacré, un blason, on n'y touche pas, enfin. Alors voilà. Donc voilà donc les Catalans installés en Sicile. Alors en France, bien sûr, vous avez le roi de France qui est français. Vous avez Charles qui est à Naples, qui vient de près de la Sicile, qui est français. Et le pape, il est français, parce qu'il a été élu en payant d'argent, enfin, de la triche terrain. Donc tous les trois se mettent d'accord, il dit on ne peut pas supporter que les Catalans soient en Sicile. Donc on va excommunier le roi. Et en tant excommunié, il ne peut plus régner. L'autre, Pierre, il dit mes ancêtres ont fait la conquête de la Catalogne à l'épée. Si vous voulez me prendre le pays, faites-en autant. Donc le roi de France, qui s'appelait Philippe le Hardi, je vous rappelle que Philippe le Hardi était marié avec la sœur du roi de Majorque. Donc Philippe le Hardi et son fils, qui s'appelait le futur Philippe le Bel, l'accompagnent. Et donc 20 000 hommes, ils arrivent, ils descendent, comme on dit chez nous, ils descendent, ils s'arrêtent à Narbonne, puis après ils disent d'aller prendre la ville. Mais le roi de Majorque, il était pris entre tenailles, parce que lui, il n'était pas concerné par la Sicile. C'est son frère. Alors il a passé un accord avec le roi de France, dire passez. Vous passerez, je vous aiderai si je peux. Enfin, bon, c'est ambigu. Et donc, les 20 000 hommes du roi de France arrivent, ils arrivent à Sals. Vous devez, les gens de Sals, non, on n'ouvre pas les portes, rien, on ne vous laisse pas passer. 3 assauts pour prendre Sals, c'était rasé. Ils arrivent à Perpignan, les Français, et les gens de Perpignan, ils n'ouvrent pas les portes. Puis ils se sont dit, bon, on va trouver un accord.
Donc il dit, on va vous vendre les vivres, vous nous payez, mais ça s'arrêtera là. Et donc il tente de passer les Albert, il n'y arrive pas, parce que les Catalans du Sud, ils étaient avec des flottes, des armées, en gros, les Almoravars, des soldats, et donc ils ne pouvaient pas passer. Donc pour se venger, les Français reviennent dans la plaine, ils vont à la cathédrale d'Elne, ils enferment tous les gens qu'ils trouvent, des biens, etc., et ils mettent le feu à la cathédrale. Donc si un jour vous allez à la cathédrale d'Elne, vous avez la porte d'entrée, elle est toute petite, vous voyez, une petite porte. Vous verrez que les pierres sont abîmées, elles sont exposées sous la chaleur. Donc c'était au mois de mai 1285. Bon, la guerre, c'est la guerre, malheureusement. Mais enfin, la ville a été complètement détruite. Elle ne s'est jamais plus relevée. Quand on lit les textes catalans, on dit, bon, ça a été... Mais quand on lit les textes français, c'est la même chose. Il ne reste plus une pierre l'une sur l'autre. Donc, même les textes français disent, c'est normal, Pierre, il était excommunié, donc c'est normal qu'on lui sabote le pays. Mais là, il n'était pas en Catalogne, il était à Elne. Bon. Et donc, ils franchissent les Albert, il va y avoir une bataille sur mer également. Mais on avait la chance d'avoir un grand amiral qui s'appelait Roger de Louria. Et donc, là, on a gagné toute la bataille sur terre, sur mer. Finalement, Philippe le Hardi est tombé malade, il est mort à Perpignan. Donc, c'est pas les Français ont perdu peut-être 10 000 hommes. 10 000 hommes, c'était terrible. Alors, quand on a vu qu'entre Naples et les Catalans, tout ça, on se battait, on dit le seul moyen de régler le problème, c'est de marier les enfants. Donc c'est là que le roi de Naples avait, je crois, une dizaine d'enfants. Donc des garçons de Naples se sont mariés avec des filles de Perpignan et de Barcelone. Réciproquement, les garçons de Perpignan se sont mariés avec des filles de Naples. C'est là que le roi Sens s'était marié à Collioure, et voilà. Bon. Voilà. Donc c'est un beau dessin de mariage. Vous avez le roi, la reine, une nappe, ici, avec des cerises, donc, et puis un musicien, bien sûr. Alors, donc, comme la Sicile est devenue catalane, avec mon épouse, on a passé une semaine, ce n'était pas des vacances, c'était au pas de course. Parce que j'avais la liste de tous les châteaux que je voulais photographier, et donc on en a vu un paquet, mais on courait tout le temps, on a passé une semaine. Donc là, par exemple, c'est la Taormine. Taormine, c'est une ville il y a des embouteillages de Rolls, comme on dit, vous voyez. C'est la ville bourgeoise, il y a beaucoup d'argent, de grosses Mercedes, de grosses bagnoles. Et donc, à l'entrée de la ville, vous avez le blason catalan, vous voyez. Bon, ça, c'est Taormine. Vous avez ensuite Messine, cette église s'appelle Messine, l'église des Catalani, des Catalans. Bon, Annonciati des Catalans, bon, il y en a beaucoup. Voilà. Bon, alors dans ces fameux Almogavars, donc ils ne vivaient que de guerre, tout d'un coup, plus de guerre. Ils étaient dangereux, même pour nous, ils pouvaient faire la guerre aux Catalans, bien qu'ils soient catalans. Une chance inouïe, ici, en Turquie, vous aviez l'ancien empire de Byzance, qui a été séparé de l'empire de Rome. Et l'empereur, la Turquie d'aujourd'hui appartenait à cet empire de Byzance. Et les Turcs ne pensaient qu'une chose, c'est reprendre leur terre. L'empereur de Byzance a envoyé son armée, il s'est battu tout le temps. Alors l'empereur de Byzance envoie un messager rencontrer les Almogavars qui étaient en Sicile, qui étaient là. Et le chef des Almogavars s'appelait Roger de Flore, ça sonne bien. Et Roger de Flore dit, vous voulez que j'aille vous défendre, pas de problème, on est 6000, femmes et enfants, on vient. Mais moi je veux une grande somme d'argent, un truc énorme, et je veux me marier avec une princesse. Bon, on discute beaucoup, on dit, d'accord, ça s'est passé comme ça. Donc, et je veux avoir le titre César, comme Jules César. Ils ne rigolaient pas. Donc ils sont partis au mois de septembre 1303 et ils vont là-bas. Donc le mariage a lieu, grande fête, on imagine. Puis comme c'était encore septembre-octobre, en hiver on ne se battait pas, mais ils restaient. Donc ils franchissent, ils vont en Turquie et là ils reprennent 6 ou 7 villes, comme ça. En un mois. Alors, on ne comprenait pas parce que les Byzantins n'arrivaient pas à prendre les villes et les Catalans, en un mois, ils prenaient 4 villes. Bon. Donc, Roger de Flore revient, il dit voilà, votre coin, la Turquie d'aujourd'hui, est libérée, c'est fini, au printemps, en 6 mois de campagne. Et on voit Roger de Flore ici, sur ce tableau, ici, moderne bien sûr, à cheval, avec les Almogavars, il défile devant l'empereur de Byzance, ici, qui est là, et son fils Michel, qui dit oui, bon, bravo, etc. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, on s'est dit, bon, ben, très bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors,
Voilà. Alors, le fils, qui s'appelait Michel, l'héritier, il invite Roger de Flore et tous les capitaines à faire un grand gueuleton, un grand repas. Alors on mange, on boit, on chante, on l'imagine, et à la fin du repas, on ferme les portes et les Alains, c'était des barbares, on appelle les Alains, ils rentrent dans la salle de banquet et ils assassinent Roger de Flore et tous les capitaines catalans. Ah, c'était terrible ça. Hein. Et donc, on était l'autre jour, pour ceux qui étaient à Vic, là vous savez, celui qui a peint ce tableau, c'est Jean-Marie Certes. Et ça se trouve à la... Joseph Marie. Ça se trouve ça à la mairie de Barcelone. Il y a plusieurs chroniques. Et là, on voit très bien dans ce tableau, hein, Roger de Flore ici avec un coup de poignard dans le dos. Alors, les Almogavar, ils disent, ah, mais ça ne se fait pas. Donc, ils sont allés au port, ils ont coulé le bateau pour ne pas avoir la tentation de repartir. Et ils vont appliquer la vengeance catalane. Aujourd'hui encore, quand nous, j'habite Rivesaltes maintenant, quand les gosses ne sont pas gentils, on appelle le Bavaro. Mais là-bas, si tu n'es pas gentil, on appelle les Catalans. Il y a des chansons terribles. Hein. Donc les Catalans disent, on va se venger. Donc ils sont du nord, de Byzance. Ils sont descendus. Toutes les villes moyennes ont été prises. Plus ou moins bien, enfin plus ou moins sauvagement, plus ou moins d'un pillage complet, etc. Un an. Alors, le monde chrétien disait, européen dit, il faut qu'on arrête. Le roi de Majorque, il envoie son fils, qui s'appelait Ferrand. Il va là-bas. C'est des voyages quand même déjà. Là, hein. Il rencontre les chefs des Almogavar. Il dit, bon, arrêtez, vous êtes vengés, mais ça suffit. Non, Antonin Pesplov, encore ramenable. Bon, alors, donc, il continue. Finalement, il y avait des anciens, dans le coin, là, il y a eu des anciens français des croisades, ils se mettent d'accord et donc c'est un Français qui va diriger la contre-attaque, il s'appelait Roger de Brienne. Il avait 15 000 hommes à peu près et beaucoup de cavalerie. Il dit on va faire une bataille. Donc, ils poursuivent les Almogavars, ils les poursuivent, les autres reculent. Puis hop, ils se trouvent coincés derrière un lac qui s'appelle le lac Copais. Ah, les Almogavars, ils sont là coincés, ils étaient 5-6 000 contre 15 000. Hein. Et donc voilà le plan de la bataille. Vous avez ici, en rouge et jaune, les Almogavars. Ils avaient très peu de cavalerie, je vous l'ai dit. Ici, vous avez le camp français, Roger de Brienne. En bleu foncé, c'est la cavalerie. Et là, vous avez des Turcs. Les Turcs, ils étaient là sur la colline. Ils étaient coquins. Ils disent, on se mettra du côté le plus fort. Quand on va voir qu'un camp va gagner, on va être avec eux. Bon, mais ça. Et donc, grande bataille. Donc, le matin de la bataille, les Catalans connaissaient la méthode. Hein. Il y avait d'abord la rangée de chevaux qui partaient sur l'ennemi, 5 ou 6 mètres plus loin, deuxième rang, puis ils fonçaient comme ça, et derrière les piétons. Alors, les Catalans, ils sont là, ils voient ces milliers de chevaux qui arrivent, mais ils ne bougent pas. Il y a 10 mètres, les chevaux s'arrêtent. Non, mais c'est incroyable. Les autres aussi s'arrêtent. Et vous dites, Villanov, là, il radote. Non, ils étaient malins. Hein. Dans la nuit, les Almogavars, ils avaient creusé des petits ruisseaux, ils avaient mené de l'eau dans le terrain. Ce qui fait que quand les chevaux sont arrivés, ils se sont enfangués. Ils se sont embourbés jusqu'au charret. Les chevaux étaient arrêtés, ils ne pouvaient pas continuer. Et donc c'est comme ça qu'ils ont gagné la bataille. Donc, là, c'est l'époque, il n'y avait pas de quartier, comme on dit. Bon, donc ils se sont mariés, les Turcs sont allés les soutenir, on est pour les Catalans, évidemment. Et donc voilà donc comment les Catalans sont installés en Grèce. Et donc ils ont fondé le duché d'Athènes. Athènes était la capitale. Le duché qui tiendra 80 ans quand même. Hein. Donc le Parthénon est devenu une église, enfin, etc., etc. Donc voilà comment donc, les Catalans sont installés Alors il ne restait plus qu'une seule île maintenant qui n'était pas catalane. Oh, c'est pas Gabat, hein, la Sardaigne. Le pape avait dit, je veux que la Sicile soit française. Donc on va échanger la Sicile contre la Sardaigne. Alors on dit, oui, mais il y a un roi là qui est là, on ne peut pas le faire partir. Puisque Pierre, il était mort, son fils lui avait succédé en Sicile. Alors il dit, on ne peut pas. Alors le pape, il dit, bon d'accord, mais quand il sera mort, ça deviendra aux Français. Et moi, je vous donne la Sardaigne en compensation. D'accord. Seulement, l'autre, le roi, il est mort 25 ans après. Donc 25 ans après, je vous avais promis un truc, je ne m'en souviens plus. Bon.
Et donc voilà comment les Catalans ont gardé la Sicile et ils avaient la permission de faire la conquête de la Sardaigne qui appartenait à la papauté. Donc il y a eu une grande réunion qu'on appelle la Cour catalane qui est eu à Gérone. Et dans Gérone, le roi, qui s'appelait le fameux père Cérémonios, il dit, bon, il faudrait maintenant, il explique donc la possibilité de la Sardaigne. Alors Sanche, encore le Sanche, il dit, moi, Sanche, seigneur héros de Majorque, je vais donner 25 galères. Attention, les galères de l'époque, ce n'est pas des galères des galériens. À cette époque-là, on n'était pas enchaînés. Hein. Des galères, c'était avec des rameurs. Et les rameurs, ils étaient payés, c'était un métier, rameur. Donc 25 galères. Barcelone dit, moi aussi je donnerai 20 galères. Et un peu plus tard, Valence donnera 20 galères. Donc, si vous voulez, en 1324, vous avez une armada terrible qui va en Sardaigne. Mais la Sardaigne, il y avait des Sardes, mais le nord de la Sardaigne, les bateaux, les châteaux appartenaient à Pise, et le sud le nord, les châteaux appartenaient à Gênes, et le sud à Pise. Donc le premier été, il fallait se battre contre les Pisans, hein, qui avaient quelques châteaux, bon, ça a été vite réglé, mais les Génois, ça a duré des années, des années, des années. Donc voilà comment la Sardaigne est devenue catalane en 1324. Alors, chez nous, on est participé, puisque vous avez le seigneur de Castelnou, Guillaume de Castelnou, et son fils, qui ont été tués à un siège d'Església. Les corps ont été ramenés, et ils sont enterrés maintenant à Montesquieu. Vous connaissez l'église de Montesquieu, si un jour vous y allez, vous poussez la porte et vous avez le sarcophage qui est là devant, comme ça. Donc, ça a été dur. Bon. Quand même, on va parler un peu des batailles de la Sardaigne. Dans la Sardaigne, le sud de la Sardaigne est très marécageux. La ville s'appelait Cagliari, donc pour faire le siège de Cagliari, c'était vraiment très dur. Donc les Catalans se sont dit, il faudrait trouver un endroit où l'air était bon. Et sur une colline, il y avait un air qui était bon. Dans cette colline, on va l'appeler Bonaire. Comme la chanteuse, vous savez, Bonaire, ça veut dire Bonaire. Et il existe encore, il y a peut-être 10 ou 15 000 habitants dans cette petite ville. Ils ont construit une petite église, Bonaire, et puis maintenant, cette église a été transformée très grande. Donc nous, quand on y est allé, avec mon épouse, on a photographié l'église de Bonaire. Vous voyez le blason catalan en permanence. Et quand vous tournez, vous regardez, là, vous avez des pierres, vous avez un blason qui fait 7 ou 8 mètres sur 10, avec des pierres rouges et jaunes. C'est vraiment très joli. Bon, ensuite, on a passé une semaine, il y a plein de photos. Là aussi, vous trouverez ça sur mes livres. Rien que ça, ça vaut pas. Et on se comprend. Alors, on faisait des photos, il faisait nuit, bon, donc on va rentrer le premier hôtel, on rentre dans l'hôtel, on boit un peu. Je dis, mais qu'est-ce que je vois? Je vois, c'est un blason catalan. Bon, on s'est compris plus ou moins par là. Et j'ai dit, oui, il me dit, mais on a fondé un club de foot en 1926. Et donc, ils ont gardé le blason catalan. C'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, ça c'était pas prévu dans notre circuit. Voilà, Macomer. Ensuite, vous avez une ville à Sassari, Sassari, et un quartier, vous voyez un peu la rue Maillet, mais imaginez la rue Maillet 20 fois comme ça, en longueur. Elle s'appelle Carré del Roussillon. C'est les Roussillonnais qui étaient installés à Sassari, donc là, ils faisaient du commerce, du drap, j'achète, je vends, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et vous avez une fontaine des Roussillons, qui a été construite en 1605. On va la voir, elle est là, en marbre blanc et bleu. Et au-dessus, là, vous avez un San Jordi, vous voyez. Et donc, c'est de très, très belle. Certainement, c'est une des plus belles fontaines de la Sardaigne. Alors, vous avez une ville d'Alguer. L'Alguer, de l'ancienne mairie, quand vous entrez, vous avez toujours un drapeau catalan. Le problème de l'Alguer, c'est au nord. Là aussi, on peut aller passer un week-end à l'Alguer, aller-retour. Vous avez un avion qui part de Gérone, vous passez une journée, on va se régaler. L'Alguer, c'est très joli. C'est très joli, c'est commerçant, c'est agréable. Hein. Et vous avez toujours quelqu'un qui parle catalan. Mais vous ne dites pas catalan. Ils disent « parlem l'alguerès ». Alors ils m'ont dit à moi « mais parlez l'alguerès ». Je dis « ma Perpignan, tout on parle l'alguerès ». Et à Perpignan, tout le monde parle l'alguerès. Il y a toujours quelqu'un qui vous parlera catalan, qui vous saluera en catalan. Donc, comme les Génois nous enquiquinaient, on n'arrivait pas à s'en sortir d'un. Le roi, encore ce Pierre Cérémonios, il dit, bon, on va aller à l'Alguer, on va chasser tout le monde, tous les habitants.
indemnisés, je ne sais pas comment, et on va repeupler par des Catalans, des vrais, des purs, des durs. Donc voilà pourquoi l'Alguer, encore, il y a un fond catalan qui remonte à cette époque. Alors, ceux qui faisaient... Oui, mesdames, elle me dit, vous faites des guerres, mais d'où vous sortiez le pognon, l'argent? Femme négoce. Nous, on faisait du négoce. Notre économie était basée surtout sur le drap. Quelle heure il est, n'est-ce pas, là? Ah ouais, il faut qu'on a... Hein? Tu es dans le... Oui, mais encore, il y a pour une petite heure encore. Bon, enfin, alors, la petite heure. Alors, le drap. Il faut imaginer le Languedoc, cette époque-là. Le Languedoc fabriquait du drap brut, dur comme ça. Et donc, on le rachetait, 80%, Perpignan et Barcelone, on l'assouplissait et on le mettait de la teinture et on le vendait cher. Le roi de France, Philippe le Bel, qui pourtant sa mère était catalane, il dit « Les Catalans, ils s'enrichissent sur notre dos. Ce qu'on va faire, on va aller à Perpignan, on va dire les teinturiers qui viennent s'installer chez nous en Narbonne, enfin dans le Languedoc, comme ça, on fabriquera et on fera la teinture. » Donc ici à Perpignan, il y a eu une grande réunion avec un diplomate qui s'appelait Marimon. Ce Marimon avait voyagé dans l'Europe entière, il connaissait très bien. Donc il y avait des gens de Perpignan, des commerçants, des fabricants, des gens de Barcelone, ils sont là. Et nous aussi, on va faire la guerre. On va aller dans le Languedoc, on va prendre les ouvriers qui fabriquent le drap brut et ils vont venir à Perpignan. Et c'est nous qui avons gagné. Alors les pauvres, ils étaient ruinés là-bas. Philippe Level, là, il n'était pas très bon. Donc ils viennent laisser à Perpignan et donc il faut agrandir Perpignan. Donc ils sont allés, on a agrandi la ville, on a mis des étages. Les Juifs qui étaient banquiers, qui étaient dans un coin, on les a fait venir. Comme ça, côte à côte, il y avait une zone artisanale avec la banque à côté, quoi. Voilà. C'est comme ça que nous sommes enrichis. Et donc, on vendait ensuite du drap un peu partout, dans toute la Méditerranée, dans le monde chrétien et le monde musulman. Donc, le drap. Ensuite, ce qui a fait la richesse, c'est le fer. Vous avez des mines de fer, du côté Escarot, Pazamoyo, etc. Et les Catalans ont inventé un système pour fabriquer du fer rapidement et moins cher. On appelle ça le procédé de la forge catalane. Vous tapez sur Internet forge catalane, vous verrez, on vous explique comment ça marche. Donc c'était vraiment une grande invention. Et également, ça c'est un martinet. Un martinet, c'est-à-dire que vous avez une roue comme ça qui tourne, hein, par l'eau, et vous avez un grand marteau ça, qui tape comme ça en permanence. Donc vous aviez des marteaux qui faisaient 20 kilos pour faire des petites pièces et d'autres qui faisaient 100 kilos. Alors, ils travaillaient toute la journée là-dedans. Là, il y avait de quoi, bon, avec un bruit d'enfer, une chaleur épouvantable. Enfin voilà, le fer. Et donc, comment on faisait pour vendre en Méditerranée? Sur le monde chrétien, pas difficile. On ouvre un commerce, on met un entrepôt, on met des marchandises, on achète, on vend, etc. Mais pour faire du commerce dans le monde musulman, que je vois ici, il fallait d'abord signer un traité de paix, et ce traité de paix était en même temps un traité de commerce, sur la même page. Sinon, il ne fallait pas espérer. Donc, quand on avait fait un traité de paix et de commerce, à ce moment-là, on ouvrait un magasin dans une enclave chrétienne, on appelait ça en catalan, on a le Fondec. Donc, c'était comme un mas, c'était très grand, hein, un mas. Il y avait plusieurs pièces, ça pouvait faire un terrain de rugby ou deux. Hein. Donc il y avait une maison, il y avait les entrepôts, il y avait le patron, le consul, on appelle ça le consul d'Ultramar, le consul de l'autre côté de la mer, avec du secrétariat. Parce que quand on achetait un vadé, il y avait des langues différentes, des unités de mesure différentes, des monnaies différentes, c'était très compliqué. Donc dans cette enclave chrétienne, il y avait une église, on pouvait boire du vin, d'alcool, et il y avait un cimetière chrétien. Donc c'était vraiment, et ça se passait très bien. Alors réciproquement, parce que c'était toujours réciproque, les musulmans d'Afrique du Nord ouvraient également un commerce ici chez nous, à Collioure. À Collioure, vous avez encore un quartier qui s'appelle le quartier des morts. Hein, le quartier, ça vient de cette époque-là. Moi, j'ai lu des textes où, quand il y avait mariage chrétien à Collioure, on a invité les Arabes au mariage. Bon, donc voilà, vous avez tous les consuls d'Ultramar.
Alors ici, j'ai eu de chance inouïe, hein, parce que des fois, quand on fait des recherches, moi je ne suis pas un grand chercheur, je travaille surtout avec les travaux que font les universitaires, mais j'étais à Paris, aux archives nationales, je suis tombé sur un contrat, là où j'ai eu de la chance, c'est un contrat entre le sultan du Maroc et le roi de Majorque. C'est un parchemin comme ça, en deux langues. Ici, vous l'avez en catalan, le contrat, et là, à droite, vous l'avez en arabe. Vous avez la signature, là c'est Tasso, qui était l'amiral, et Guillaume de Castelnau. Guillaume de Castelnau, c'est ça qui ont signé, qui étaient les ambassadeurs. Et là, vous avez ce qu'on appelle les lamés, parce que les Arabes, ils n'ont pas une signature, ils mettent une formule, disons, religieuse. Voilà, donc vous l'avez catalan et arabe. Mais je vous l'enverrai, ça. Je vous l'enverrai. Ah oui, 1339. 1339. Alors maintenant, on va parler de deux personnages importants. Un s'appelle Arnaud de Villeneuve et l'autre s'appelle Ramon Llull. Arnaud de Villeneuve, c'était un docteur. Toutes les reines qui accouchaient toujours avec Arnaud de Villeneuve. Mais pourtant, il enseignait à Montpellier, hein, mais bon, il se déplaçait, il accouchait. C'était vraiment l'homme de confiance. Il avait beaucoup de livres, il écrit beaucoup. Et surtout, c'est intéressant, parce qu'à un moment donné, il y a eu un pape qui s'appelait Boniface VIII. Il avait le mal de la pèdre. Le mal de la pèdre, c'est qu'il devait avoir des calculs au rein, dont on l'a cherché partout, le SAMU de l'époque. Alors, de Rome, on envoie un bateau, un chevalier, à Montpellier, un autre à Perpignan, un autre à Barcelone, hein, et on ramène Arnaud de Villeneuve et il soigne le pape. Et le pape se sent mieux. Il dit, ne pars pas d'ici, écris-moi un livre pour comment rester en bonne santé. C'est très court, moi je l'ai lu, hein. Donc je vous ai mis les premiers chapitres. Il dit, respirez, ça est écrit en 1300 pour simplifier les choses, hein. Respirez le bon air. Ça n'a pas vieilli, ça. Hein. Deuxièmement, faites de l'exercice. Troisièmement, lavez-vous de la tête aux pieds. Oui, bon. Surveillez vos nourritures, vos boissons. Non, mais on croirait qu'on est à TF1, là. Hein. Apprenez à vous reposer, dormir, éveiller. À l'époque où il n'y avait pas l'électricité, parce que maintenant, on se couche à des heures impossibles, on se lève. Il n'y a plus d'heures maintenant, si on veut. Apprenez à vous reposer, dormir, éveiller. Ne faites pas des excès sexuels. Mesdames, messieurs non plus. Hein. Il appelait ça la passion héroïque. C'est amusant. Et ne sombrez pas dans la tristesse et la colère. Soyez cool, quoi, voilà. C'est à lui que nous devons l'idée d'avoir transformé un peu le mou du vin pour arriver au vin doux naturel. Hein, c'est lui, donc ça a été, bien sûr, ça a été amélioré, etc. Et donc voilà ce qu'il disait sur le vin. Le vin active la circulation de tout le corps, c'est vrai, hein, bon. Hein. Il rend la joie, il fait oublier la tristesse. Oh ouais, hein, vive le vin. Il donne de l'audace pour parler aux femmes, peut-être, je ne sais pas. Pas pour jouer au rugby, parce que là, hein, ça il convient à tous les âges. Oh là, donc c'est parfait. Voilà. Donc voilà, Arnaud, on pourrait en parler, là aussi, on pourrait en parler, faire une conférence sur lui d'une heure. Maintenant, quand vous tapez Arnaud en catalan, c'est Arnaud de Villeneuve, en français, Arnaud de Villeneuve. C'est bon. C'est bon, oui, j'en ai dire. Et maintenant, nous allons parler d'un personnage mondialement connu qui s'appelle Ramon Llull. Ramon Llull, il est né à Palma de Majorque, il était de la petite noblesse, c'était le précepteur des futurs rois de Majorque. Donc c'était quelqu'un, le vieux, il avait des enfants, tout se passait bien. Et il dit, dans une nuit, il a été illuminé par le Christ, et on l'appelait le docteur illuminé. Et donc, il a décidé le matin d'abandonner tout et de se faire moine franciscain. Sur la pauvreté. Voilà Ramon Llull. Donc, nous lui devons quoi? Eh bien, comme en plus il avait l'intention d'aller prêcher la foi chrétienne chez les musulmans, il était courageux, bon, il a écrit des livres. Il a écrit 180 livres. Et c'est le père de la littérature catalane. Hein, parce que lui disait, je pourrais écrire en latin, parce qu'il parlait le latin, l'arabe, etc. Mais il faut que j'écrive dans la langue entre guillemets vulgaire sur du peuple pour que les gens me comprennent. Donc, je pourrais vous raconter des tas d'histoires sur Ramon Llull, mais j'ai choisi une histoire parce que je trouve qu'elle est d'actualité sur la tolérance. Hein, c'est pas mal la tolérance. Et donc voilà, ça se passe dans une petite ville. Il y a quelqu'un qui vit tranquillement, il ne croit pas, il ne sait jamais de Dieu, oui, peut-être, oui,
faut prier, oui, peut-être, oui. Il vit bien, il a des amours, il mange bien, il a de l'argent. Puis un beau jour, il se regarde au miroir, il dit, merde, j'ai les cheveux blancs. Oh là, je me fais bien. Puis il dit, comme Sartre, il a dit, c'est écrit, Ramon, il écrit, à quoi ça sert de vivre? Il est désespéré. Alors, il va voir des amis, il lui dit, mais oui, tu regardes la vie que tu mènes, tu vas prier, tu vas voir, Dieu te parlera, tu auras la foi. Alors, il va à l'église, un jour ou deux, il ne se passe rien. Alors, il dit, bon, il y avait le bois devant la forêt, il avance dans la forêt, il marche. Un jour, 2 jours, 3 jours, il se nourrit d'herbe, de tout ce qu'il trouve, sa barbe pousse, il était misérable, il dort dehors. Et de l'autre côté du bois, il y avait une petite ville, avec 3 écoles. Une école de juifs, une école de chrétiens, une école de musulmans. Et les 3 professeurs se connaissaient. Ils parlaient, bon. Et un jour, il dit, tiens, on pourrait peut-être se promener dans la forêt. Ils partent tous les 3, comme ça. Et ils rencontrent le garçon, le gentil, qui ne croyait en rien. Il le regarde, il dit, mais d'où tu sors? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. Alors il raconte sa vie, je ne crois en rien. Non, pas vrai. Voilà ce que nous allons faire. Alors, ils se tournent, ils vont en rocher, il y avait une source, il dit, on va appeler la sagesse, la vertu de la sagesse, qui arrive à cheval. Et ils disent, voilà, chacun de nous 3, on va t'expliquer, toi le gentil, ce que c'est notre religion. Et après, tu choisiras ce que tu veux. Ah, bon. Alors, donc, il y a des règles. C'est intéressant, hein, parce que vous faites des réunions tous. Hein, et la règle est celle-ci. Seul le gentil pourra couper la parole. Les autres écoutent, ne disent rien. Si on faisait ça dans les réunions. Bon, donc, le premier qui commence à expliquer la religion aux gentils, c'est les Juifs, c'est la plus ancienne. Alors, il parle de Moïse, les Hébreux, la Torah, etc. Bon, le gentil, il pose des questions, très bien. Ensuite, bien sûr, le chrétien. Ah, les chrétiens, le monde des oliviers, les évangiles, etc. Jésus, Noël, oui, c'est pas mal, ça. Bon. Et puis ensuite, le musulman. Ah, le musulman, l'islam, Mohamed. Et il raconte. Alors, le gentil, il est là, il dit, oui, il réfléchit. Puis il dit, je vais vous dire quelle religion j'ai choisie. Oh, je lisais le bouquin, je dis, vous voulez que je vous le dise? Oui, mais non, c'est pas. Vous trouverez ça sur mon livre à la page 322. Ils veulent tout savoir et rien payer. Oh, je te les conseille. Non. Et je vais vous dire, non, c'est extraordinaire. Alors les 3 professeurs disent, je vais vous dire, le gentil dit, je vais vous dire quelle religion j'ai choisie. Les 3 professeurs se lèvent, ils écoutent le rocher, ils sortent le rocher, ils disent, nous ne voulons pas savoir quelle religion tu as choisie. Chacun de nous 3 pensera que c'est la sienne. Et ils se tournent, ils s'en vont. 1300. Ramon Dieu. Ça, c'était... Chaque fois que je raconte cette histoire, c'est vraiment extraordinaire. Esbritate. Alors, maintenant, comment ça se finit? Quand tout s'accable, vous avez compris que les gens de Barcelone, ils regardaient Perpignan, c'est bien, on était cousins, tout ça, mais quand même, on avait la même politique, pratiquement internationalement, plus ou moins, c'était partout en Grèce. Et donc, un roi qui s'appelait Père Cérémonios, celui qui a... Il dit, bon, on va en finir. Donc, il monte une armée, il va dans les îles Baléares, pratiquement, il n'y a pas de résistance. Il vient de sur la plaine de Roussillon, là ça barde un peu, à Vinça, à Puigcerdà, tout ça, il y a des gens qui résistaient, ils voulaient vivre le royaume de Majorque, etc. Bon, il y a eu des batailles, il y a eu des morts, des blessés, tout ce qu'on peut imaginer. Puis en définitive, il va surtout au pied du château de Canet, qui était un château puissant. Vas-y, un château puissant. Et le seigneur de Canet, il avait aidé les Catalans du Sud, comme on dit aujourd'hui, et le roi pour faire la conquête de la Sardaigne. Et de seigneur de Canet, il était passé vicomte de Canet. Donc cette promotion, il la devait. Donc il dit, je ne vais pas me battre contre le roi et contre tous les gens que je connais. Il était sur les remparts, il voyait. Donc il a ouvert le château. Donc le roi de Majorque, Jacques III, il était dans son château, il dit, j'ai perdu les îles Baléares, je viens de perdre la plaine de Roussillon, avec Canet, bon, donc il va rendre les clés. Et le 15 juillet 1344, il va donner les clés à Pierre Cérémonios, qui était dans une tente à côté d'elle. Donc voilà, donc c'est comme ça que se termine le royaume de Majorque. Mais il n'était pas à la rue, parce que quand même les gens de Barcelone lui donnaient une pension importante, et surtout, il conservait Montpellier.
Ah, bon, quand j'ai la seigneurie de Montpellier, c'est pas Montpellier. Montpellier, c'est avec une trentaine de villages, comme Frontignan, Castries, il y avait des ressources énormes, il avait vraiment beaucoup d'argent. Il n'était pas à la rue. Donc il s'installe à Montpellier en 1344. Puis lui, il était rongé, il avait un caractère affreux quand même. Il était rongé par la jalousie, la méchanceté, l'esprit de vengeance. Il dit, je veux me venger, je veux reprendre mon royaume de Majorque. Aujourd'hui, avec le recul, tu dis, mais à quoi il pensait? Donc il a vendu la seigneurie de Montpellier au roi de France. C'est donc en 1349 que Montpellier devient française. Ils ont, avec l'argent récolté, il monte une armée de mercenaires avec des bateaux et il déclare la guerre à son cousin de Barcelone. Ils vont se battre dans les îles Baléares, à Palma de Majorque, au centre, une petite ville qui s'appelle Lluís-Major. Seulement les autres, ils étaient 15 000, eux, ils étaient 5 000, 4 000. Donc la bataille était perdue d'avance. Donc les Almogavar, ils ont pris tout de suite ce dernier roi, il avait 31 ans, un truc comme ça, il lui coupe la tête. On a montré la tête, donc la bataille était finie. Donc voilà comment se termine, bien tristement, le royaume de Majorque. Dans Lluís-Major, ici avec cette croix. Alors mes chers amis, un truc extraordinaire. Vous avez compris qu'avec mon épouse, on a voyagé partout. Dans tous les... Je n'ai rien perdu. Rien. On n'a rien perdu, ni pas une chaussure, rien, pas une brosse à rien oublié. Le seul endroit où j'ai oublié un pull, un gilet, c'était au Lluís-Major. C'est curieux, hein. C'est là où a été tué le dernier roi de Majorque. Alors voilà. Donc ce dernier roi, ce Pierre, donc, qui a fini avec le roi de Majorque, il est à Perpignan, il va rester 1 an avec son épouse au palais du roi de Majorque pour régler tous les problèmes qu'il y avait. Il dit on donne 1 an pour régler tous les problèmes, des problèmes de succession, tout ce que peut imaginer avec le roi de Majorque. Et là on règle tous les problèmes. Si dans 1 an c'est pas réglé, après c'est moi qui déciderai. C'est comme ça. Mais c'est lui qui a fait construire le Castillet. Hein? Et oui, Pierre el Ceremoniós. Et comme l'université de Montpellier ne faisait plus partie des domaines catalans, qu'elle devenait française, c'est lui, Pierre el Ceremoniós, qui fonde l'université de Perpignan. Et je regrette qu'il n'y ait pas un panneau qui dise que c'est Pierre el Ceremoniós qui a fondé l'université de Perpignan. De même le Castillet, vous pouvez y aller. Moi, je fais des visites de vieux Perpignan. Il y en a qui viendront peut-être, je ne sais pas. Etc. Bon. Et donc, c'est pas du tout noté. Et bien voilà, mais on a fini. Oh, ben c'est vite passé. Hein.